Ce dimanche 29 septembre, l'association Les Amarines d'Aubignosc organise un voyage fascinant à travers l'histoire des armoiries. Ces symboles puissants qui ont fasciné l'identité visuelle de nos régions et de nos villages. Caroline Deguin, présidente de l'association Les Amarines, au micro de Chris Alessandri. Caroline Deguin, le dimanche 29 septembre, c'est un rendez-vous avec le temps. Ça se passe à Aubignosc et c'est dans un univers, j'allais dire, presque mystérieux aussi que vous allez nous entraîner. Oui, tout à fait. C'est joliment dit d'ailleurs, un rendez-vous dans le temps. Oui, on va remonter le temps jusqu'au XIIe siècle, donc le Moyen-Âge, pour évoquer le monde assez mystérieux en effet de l'héraldique. L'héraldique, c'est la science et l'art des armoiries, du blasonnement. Donc les armoiries naissent au XIIe siècle, comme je le disais, alors que l'équipement militaire évolue. Il y a des cottes de mailles, des haubers et des boucliers qui rendent difficile l'identification des combattants sur les champs de bataille et dans les tournois. Et donc il faut arriver à se reconnaître, d'où la naissance des armoiries. Donc sur les boucliers, on va voir apparaître des couleurs, des symboles, des objets, etc., qui vont permettre d'identifier les chevaliers et puis par la suite, tout particulier qui voudra en fait obtenir une armoirie, ce sera possible. Caroline, qu'est-ce qui fait que les Amarines, dont vous êtes la présidente, se soient orientées sur ce sujet, avec en même temps toutes ces questions qu'on peut se poser, toutes ces questions qu'on ne se serait peut-être pas posées aussi? Alors comme souvent, le choix des conférences, des thématiques que l'on peut proposer au public, c'est souvent affaire de rencontres, en fait, de discussions entre amoureux du patrimoine, amoureux d'histoire, etc. Et donc, en fait, on m'a soufflé cette idée il y a quelques mois, en juin dernier, et je remercie cette personne d'ailleurs, qui m'a soufflé cette idée lors d'une discussion à bâton rompu, voilà, sur l'histoire et tous les types de patrimoine de Haute-Provence. Et j'ai gardé cette petite idée dans un coin de ma tête, et je me suis dit que ça serait sympa de la ressortir là pour les journées du patrimoine, enfin disons pour le mois de septembre, cette rentrée automnale. Un rendez-vous donc avec l'histoire où l'on va parler de régions, de villages, de villes également, parce que les armoiries, les blasons représentent l'identité même du village, de la ville, des personnes. Oui, tout à fait. Le blason, c'est vraiment toute une histoire, à commencer par le drapeau de la Provence, sang et or. Alors, en langage héraldique, on dira d'or et de gueule. Gueule voulant dire rouge en héraldique. Il faut comprendre que les armoiries, en fait, c'est surtout un moyen de se distinguer et de proclamer une identité, en fait. Un petit peu comme les noms de famille qui apparaissent également à cette époque. Donc, on affirme sa place dans la société, son appartenance à un lignage ou son dévouement comme vassal si l'on est rattaché à un seigneur, enfin si l'on adopte les armoiries, les armes de son seigneur. C'est représenté sur l'écu, c'est ce qu'on appelle l'écu, c'est-à-dire la forme donc du blason. Oui, qui reprend un petit peu la forme d'un bouclier d'ailleurs, quelque part. L'écu peut avoir plusieurs formes géométriques possibles, à la fois carré, ovale, losange, rectangulaire, souvent écu, en effet, bien souvent. Mais il peut être très élaboré avec énormément de meubles, comme on dit en langage héraldique. En fait, c'est un véritable langage aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maîtriser l'art de l'héraldique, ça équivaut à maîtriser une nouvelle langue. Parce que l'héraldique, c'est environ 900 termes particuliers pour exprimer en fait toute la symbolique à la fois des couleurs, des objets, des symboles qui vont figurer sur cet écu. L'héraldique, c'est une véritable science. Au temps des chevaliers, donc, sur le cours de combat, c'est l'héraldique qui annonçait les différentes couleurs. Exactement, c'est une science, un art, et c'est extrêmement codifié, réglementé. Il y a des règles, donc tout ça va être abordé lors de cette conférence ce dimanche. On ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles de superposition des couleurs, on joue avec les couleurs, mais pas tant que ça, c'est très réglementé. Ce qu'on peut dire aussi dans les termes utilisés, ce sont des termes qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, je pense pas. Vous avez par exemple, alors on en a parlé tout à l'heure, rouge qui se dit gueule en héraldique, mais vous avez aussi sinople pour le vert et sable pour la couleur noire. Donc sinople pour la couleur verte et sable pour la couleur noire. Autant dire qu'en fait il y a énormément de possibilités et c'est tout un monde en effet à la fois mystérieux, très codifié, qui répond à des normes de l'époque. Alors au cours des siècles, l'héraldique a évolué, a changé en fonction des différents rois qui se sont aussi présentés.
et diriger le pays de France, et en fonction des besoins aussi. Alors pendant une certaine époque, en fait, il y avait de l'héraldique des armoiries à foison. Tout le monde en avait, c'est-à-dire à la fois les paysans comme les seigneurs, les marchands, tous les commerçants par exemple, pouvaient avoir leurs armoiries. C'était pas du tout réservé à la noblesse. Et puis, il y a eu une époque où l'héraldique est complètement tombée presque dans l'oubli. Tout le monde s'en fichait un petit peu. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, et ça c'est un point qu'on va évoquer aussi lors de notre conférence, c'est que l'héraldique est encore partout aujourd'hui parmi nous. C'est-à-dire qu'on peut établir des correspondances avec ce que l'on a aujourd'hui sous les yeux. Un exemple, les logos, ce sont les descendants des armoiries, par exemple. On a aussi tous les drapeaux des nations, des pays, etc. Elles répondent, pour certains, à des règles de l'héraldique occidentale. Tous nos panneaux de signalisation aussi, ils répondent aux règles, à l'art de l'héraldique. C'est assez curieux, mais c'est resté en fait dans nos gènes ou dans notre ADN. En tout cas, on a gardé ces règles pour concevoir des panneaux de signalisation. C'est assez marrant, mais après, il faut dire en fait que l'œil, on pourrait se demander si l'œil d'une personne du Moyen-Âge est le même œil d'une personne d'aujourd'hui, 2024, on peut se dire que oui, quelque part, il n'y a pas vraiment tant de nuances que ça, parce que les règles de superposition des couleurs, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elles répondent à des choses, en fait, à du bon sens pur, en fait. C'est-à-dire que certaines couleurs superposées rendent encore plus difficile la lecture du message, en fait, l'identification de la personne, alors que d'autres couleurs se marient très très bien entre elles, et c'est encore sur ces règles-là que l'on fonde beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Caroline, dans l'héraldique, il y a également la devise qui a une importance. Alors, la devise, oui, c'est une sorte de signature qui vient appuyer encore davantage la signification des armoiries d'une personne ou d'une communauté, d'un groupe ou d'un seigneur. Et donc cette devise, elle vient symboliser, résumer en fait la philosophie, l'identité en effet de cette personne, de ce groupe. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas simple de retrouver à la fois ces devises qui se sont perdues dans le temps, les archives se perdent malheureusement. Et le décryptage également, on va essayer de décrypter lors de cette conférence certaines armoiries de nos villages de Haute-Provence, à commencer par celui de Sisteron. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de décrypter les symboles, les couleurs aussi, parce que chaque couleur a une symbolique, à la fois positive et négative. Il y a toujours le pendant positif-négatif à chaque couleur. Mais là aussi, c'est pas simple, parce que on manque cruellement d'archives sur le sujet. Voilà. Et là, ça rejoint encore un thème très cher à notre association, qui est la sauvegarde des archives à la fois personnelles, municipales, départementales. Sans ce trésor, ce fonds d'archives, en fait, aujourd'hui, on n'a plus de mémoire. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune trace, en fait, ou très peu. Certains départements sont plus riches que d'autres. Certains départements ont encore ces archives qui permettent de déchiffrer, de comprendre, de décrypter en fait leur histoire. Dans certains départements, en France, on peut trouver des intervenants, des experts qui se sont spécialisés dans l'art de l'héraldique, dans cette science, qui ont écrit des ouvrages sur le sujet et qui ont fait ce travail à la fois de cartographie de toutes les armoiries d'un département, par exemple, à la fois concernant les villages, mais aussi les seigneurs qui se sont succédés en fait dans ces régions et qui ont vraiment fait un travail de fond, de décryptage de ces armoiries. D'autres départements, à contrario, ne bénéficient pas en fait de cette richesse, de ces enseignements, de ces travaux de recherche en fait. Et donc, on part de plus loin, du coup, et c'est un petit peu plus compliqué. Malgré tout, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que c'est l'ancêtre de la communication, c'est l'ancêtre du logo. C'est une façon de communiquer qui est dans l'art de la communication. Je pense que c'est un art qui mérite encore notre attention. Une petite subtilité en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que en fait les armoiries racontent aussi l'histoire des villages. Par exemple, les armoiries de Lançon et de Baux-de-Provence sont quasiment similaires à une nuance près, c'est la couleur en fait de l'étoile qui est au centre du blason des armoiries. L'une des règles en héraldique, c'est que on ne doit jamais utiliser ou produire une armoirie qui soit identique à celle d'un voisin, etc. Chaque armoirie est unique et il faut respecter ça. C'est l'une des règles en fait assez basiques. Et donc on peut se rendre compte en fait avec Lançon de Provence et les Baux
le village de Beau-de-Provence, qu'en fait, il y avait vraiment une connexion entre ces deux villages il y a des siècles. L'usage, en fait, d'une armoirie identique fait le lien, en fait, entre cette relation, cette connexion et cette amitié qu'il y avait entre ces deux villages. Voilà. On peut citer aussi, là, le blason d'Aubignosc, les armoiries d'Aubignosc et les armoiries de Sigoyer, en Haute-Provence toujours, dans les Alpes d'Haute-Provence, eh bien, elles se ressemblent étonnamment. C'est-à-dire que nous avons un fond d'écu qui est de gueule, donc rouge, avec une tour crénelée au centre, qui fait référence donc à un château ou à une mode féodale. Et la seule nuance qui existe sur le blason de Sigoyer, c'est qu'il y a une sorte de petit drapeau qui flotte au-dessus de la tour, ce qui n'apparaît pas sur les armoiries d'Aubignosc. Mais on peut s'étonner de cela. Après, quand on cherche un petit peu sur le plan historique les relations qu'il pouvait y avoir entre les deux villages, on se rend compte qu'il y avait des co-seigneuries et donc un lien qui existait entre Aubignosc, Sigoyer, il y a des siècles. Voilà. Donc là encore, on manque d'archives médiévales surtout pour expliquer en fait les relations vraiment approfondies qu'il pouvait y avoir entre ces villages. Mais ce sont des pistes extrêmement intéressantes. Nous sommes vraiment dans l'identification des valeurs défendues. C'est ce que vous disiez, Caroline, avec donc l'écu, avec le blason, avec les armoiries. Donc il arrivait parfois, vous l'avez dit, que les symboles soient les mêmes. Moi je pense au lion, par exemple, ou autre, qu'ils soient utilisés de la même façon aussi. Il y a des symboles qui sont très communs, très utilisés, comme le lion en effet, comme le lys, la fleur de lys. Alors les poissons, oui, les poissons. Après il y a des choses un peu plus curieuses, comme par exemple sur le blason de Riez, si je ne me trompe pas, c'est assez étonnant, on voit un ours levé qui essaye d'attraper des fruits dans un arbre. Alors, bon, on peut se poser la question, il devait y avoir une réponse à l'époque. Sur le blason de Malmoisson, alors là aussi, le nom du village, Malmoisson. Alors, les armoiries de Malmoisson, c'est une gerbe de blé qui est becquetée par 2 colombes. En fait. Donc, il y a à la fois le symbole de la paix représenté par la colombe, mais aussi le fait que ces colombes mangent le blé, le nom de ce village aujourd'hui qui s'appelle Malmoisson. Donc, c'est assez étonnant, mais ça raconte toute une histoire. Et là encore, en fait, je lance un appel à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que si elles ont des indications, des réponses à plein de questions qu'on peut se poser, en fait, pour tous ces villages que j'ai cités, mais bien d'autres encore, je pense aussi à Vachères, par exemple, le village de Vachères. L'image qui est représentée sur les armoiries de Vachères, ce sont des vaches. Il y a 3 ou 4 vaches d'or qui sont sur les armoiries. Et le nom du village, c'est Vachères. Donc, parfois, on ne va pas très très loin, en fait. Les explications sont assez simples à trouver, mais parfois, c'est quand même beaucoup plus mystérieux. Comme tu le disais, Chris, c'est très étonnant. Caroline Deguin, nous sommes au cœur des rendez-vous de l'histoire avec l'association Les Amarines, dimanche 29 septembre, sur le terrain. Alors, comment ça va se passer ? Toute une journée organisée autour de l'héraldique. Oui, alors à partir de 14h, on vous donne rendez-vous donc à la salle des fêtes d'Aubignosc. À 14h, on commence par une conférence donc, sur la science et l'art de l'héraldique, avec tous les sujets que j'ai abordés, mais bien d'autres encore. Notre intervenante d'exception est Leslie Masson, qui est la responsable des musées de Sisteron. Et donc, Leslie nous fait le plaisir de mener cette présentation et cette conférence. À l'issue de cette conférence, nous proposons un atelier pour tout le monde, petit et grand, bienvenue bien sûr, un atelier pour s'initier à l'art du blasonnement. Et donc là, l'idée, c'est que chacun peut, sur la base des règles qu'on va évoquer, qu'on aura évoquées lors de la conférence, en fait, on va essayer de créer une armoirie. Chacun pourra créer son armoirie personnelle pour sa famille ou pour lui-même, ou pour un groupe, une appartenance, une communauté, etc. Voilà. On allie comme ça la théorie à la pratique, c'est-à-dire qu'on a la conférence pour nous parler théorie, et puis ensuite un petit goûter, et on se lance dans cet atelier à partir de 16h, quelque chose comme ça. Lors de cet après-midi médiéval, on vous propose une immersion la plus totale possible, parce que nous serons nous-mêmes costumés. Merci à l'association Kiadiop pour le prêt de ces costumes, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et donc on vous invite d'ailleurs à venir costumer si vous le souhaitez, vraiment ce serait sympa. On vous proposera aussi une petite buvette avec des spécialités médiévales, rien d'alcoolisé, mais on va vous proposer une boisson qu'on a baptisée Virgin Hippocras, à base de miel et de
je ne sais pas trop quoi, parce que là j'ai un bénévole qui s'est lancé dans la confection de cette boisson, mais a priori c'est très bon. Il m'a envoyé un petit texto hier pour me dire que c'était pas mal du tout en fait, même sans alcool. Donc je vous invite à venir déguster cette boisson avec nous. On a prévu aussi des chants médiévaux, on a prévu tout un tas d'animations autour de ce monde de l'héraldique. Voilà. Caroline Deguin, présidente donc des Amarines à Aubignosc. Nous allons rappeler ce rendez-vous, c'est très prochainement. Alors oui, c'est ce dimanche, le dimanche 29 septembre, à partir de 14h, à la salle des fêtes d'Aubignosc. Le tarif est fixé à 5 € pour l'entrée. Voilà, ce qui inclut tout. Vous pouvez me joindre si vous avez des questions au 06 50 72 37 67. Vous avez aussi la page Facebook de l'association Les Amarines Aubignosc où vous retrouverez en fait le programme détaillé de ce dimanche. Et je remercie bien évidemment Chris Alessandri, la radio Fréquence Mistral Sisteron, parce que vraiment c'est une chance d'avoir ce réseau, cette diffusion ici locale, et merci pour tout le travail accompli et pour cette joie et cette bienveillance à l'égard de toutes les initiatives en fait qui ont cours dans notre petite région. Merci encore.